Bonjour crocheteuses et crocheteurs, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va vous faire découvrir les secrets d'un objet qui est à vos côtés dès que vous sortez un crochet. Non, ce n'est pas la boîte de chocolat ou encore votre tasse de thé, mais bien vos pelotes. Nos pelotes, c'est toute une histoire. Que ce soit les pelotes simples, de laine, de coton mercerisé, les grosses pelotes qui permettent de faire un pull entier, les petites pelotes colorées pour faire des amigurumis, je ne connais pas une seule crocheteuse qui ne s'arrête pas devant un magasin de pelotes juste pour le plaisir des yeux, du toucher, à la découverte de nouveautés, à la recherche d'inspiration. Et si vous êtes comme moi, un ou une adepte du au cas où, vous gardez toutes les fins de pelote, des boules enroulées de manière incertaine, au cas où, quoi, on ne sait pas. Mais il est hors de question de jeter une fin de pelote. Alors vous avez des caisses, de vrais trésors de boulettes de pelote à n'en plus finir, et qui ne serviront certainement jamais. Les pelotes et nous, c'est une vraie histoire d'amour. C'est tout naturellement que je devais faire un épisode sur celle-ci afin de vous dévoiler leurs secrets de fabrication. Bien entendu, j'ai choisi une créatrice artisanale de pelotes. Évitons l'envers du décor de certaines marques qui sont de vraies usines. Aucun intérêt. Notre invité du jour sera Baba Wool. Mais en attendant, voyons un peu ce que nous avons dans la rubrique Actu. Avez-vous déjà entendu parler de Motoko? Il s'agit d'un lieu créé en 2012, ou plutôt disons rénové en 2012, qui réunit 140 artistes au quotidien. C'est au cœur de Mulhouse, en Alsace, rue des Brodeuses. Le nom est bien choisi, puisqu'il s'agit d'un site industriel désaffecté DMC, une marque qui vous parle certainement. Motoko est la partie centrale de cet énorme bâtiment de 100 000 m². Elle est divisée en deux. Un rez-de-chaussée avec 2 salles dédiées à l'organisation d'événements et 2 étages avec 80 ateliers. C'est la partie événements qui nous intéresse puisqu'ils organisent un festival de la laine tous les ans et cette année, ça se passe les 1er et 2 juin. Le billet d'entrée est à 6 €. Vous y trouverez des stands autour de la laine, mais également des ateliers. Un lieu convivial pour crocheter ou tricoter en papotant avec un thé. Un lieu aussi pour faire de belles rencontres et découvrir certainement de nouvelles techniques ou astuces au crochet. Justement, j'en ai découvert une il y a quelques jours et je dois avouer qu'elle me change la vie. Je la partage tout de suite avec vous dans la rubrique Astuces au crochet. Donc l'astuce au crochet est pour ne plus avoir à faire de chaînette de départ. Donc on démarre normalement. 1, 2, 3 mailles en l'air. Disons que ma chaînette de départ sera avec des demi-brides. Dans la première, du coup, la troisième dans ce sens, mais la première dans celui-ci, on pique pour faire notre demi-bride. Et alors, au lieu de tout faire glisser, on va juste faire un jeté et faire glisser la première boucle. Et ensuite, on fait notre demi-bride. On va prendre ici cette maille. Hop. On fait glisser la première et ensuite toutes les autres. Et on continue ainsi. Celle-ci, on fait glisser, puis toutes les autres. À chaque fois, il faut prendre cette maille-là du dessous. Vous arrivez bien à la distinguer puisque, voilà, elles sont là les mailles de départ, plus mes demi-brides. C'est celle-là. Si vous avez un peu de mal au début, tenez votre ouvrage comme ça, repérez la maille que vous souhaitez piquer, enfin qu'il faut piquer. Hop. Comment éviter les chaînettes? Si on veut faire à la place des demi-brides des brides, puis on fait la même chose. On pique dedans, on fait passer notre première maille qui sera la chaînette et ensuite on fait une bride.
première maille et on fait notre bride. On peut faire ça avec n'importe quel point, hein. Si là on a donc nos brides qui sont ici. Si on veut faire des doubles brides, on prend 2 fois, on fait 2 jetés, on fait couler notre première maille et ensuite on fait notre double bride. Voilà pour l'astuce. Je pense que ça se fait aussi avec des mailles serrées. Hop, et voilà. On peut faire ça avec n'importe quel point et c'est très très pratique. J'espère que cette astuce va vous aider. Adieu longue chaînette désagréable et bonjour chaînette toute faite avec son premier rang inclus. De quoi changer la vie. Pour cet épisode où nous recevons une teinturière indépendante, j'ai choisi de vous présenter que des créations réalisées avec les laines Baba Wool. Commençons avec Croche Tamaï que nous connaissons bien dans ce podcast puisqu'elle était l'invitée de l'épisode numéro 11. Elle nous présente un châle au dégradé superbe réalisé avec les pelotes Beyoncé. On imagine sa douceur et sa chaleur. Koyo est le nom de ce châle et c'est aussi le nom japonais donné au changement de couleur des feuilles d'érable en automne. Une création qui nous fait voyager. Si vous vous rendez sur le site de Baba Wool, vous pouvez trouver des packs de laine spécialement conçus pour la création de ce châle. Il vous suffit de taper Koyo dans la barre de recherche et de choisir vos couleurs. De cette collaboration est sortie une box qui a bien entendu inspiré quelques passionnés qui ont réalisé ce châle dans d'autres coloris, comme la valse à 1000 mailles qui nous le présente ici, toujours avec les pelotes Beyoncé de Baba Wool. Cette fois-ci, on est sur un dégradé de bleu qui me fait plutôt penser à une vague. Une petite laine sur les épaules au bord de la mer sur une plage de sable blanc en début de soirée, pourquoi pas? Ketos22 s'est aussi lancé dans l'aventure Koyo avec un dégradé couché de soleil. Une belle aventure donc pour cette collaboration entre Croche Tamaï et Baba Wool. Le crochet de Mamili nous propose le patron du châle Sienna avec des coloris spécialement créés par Baba Wool. Rouge et or pour celui-ci. Il est également possible de le trouver en version tricot avec un bleu superbe et un design qui pour le coup représente réellement une vague. Créé par Ivy Crea, qui est une tricoteuse avec un univers coloré et très impressionnant quand on ne connaît rien au tricot. Baba Wool me semble être le choix numéro 1 des tricoteuses. À nous crocheteuses d'envahir également son univers. Alors Baba Wool, c'est une micro-entreprise créée en 2018 qui propose à la vente des écheveaux de laine teintes à la main. Ce que j'aime beaucoup à propos de cette entreprise, c'est que les laines sont teintes avec des colorants écologiques et des techniques respectueuses de l'environnement. J'ai envie de dire que les laines sont chouchoutées avant d'atterrir entre nos mains avec des cuissons douces et lentes. Il y a tout un esprit autour de Baba Wool, une ambiance, un univers. J'ai vraiment pris plaisir à me plonger dans son site internet qui est très bien conçu, ce qui facilite la tâche pour nos achats. Les couleurs sont superbes, les laines sortent de l'ordinaire. Et le nom des pelotes mérite d'être découvert. Vous allez penser que je suis toujours très enjouée en vous présentant mes invités. En effet, je le suis car ce sont bien souvent des créatrices ou créateurs que j'ai choisis et qui me plaisent bien. Accueillons tout de suite notre première teinturière indépendante. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur Baba Wool et son univers? Bonjour Aurélie, bonjour tout le monde. Déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de venir ici aujourd'hui vous présenter mon petit univers. Alors, je vais commencer par me présenter effectivement. Donc, moi, je m'appelle Émilie et je suis la teinturière chez Baba Wool. J'ai créé mon entreprise en 2018, donc ça va faire 6 ans en août. Et je teins avec des colorants écologiques et des techniques respectueuses de l'environnement. Voilà, donc je fais des petits bains de teinture
dans des marmites le plus souvent de récup. Et voilà. J'habite du côté de Saint-Étienne avec mon conjoint, mais plutôt à la campagne. Et voilà, on aime bien ce côté paisible. Merci pour cette présentation. Sur ton site, dans la rubrique À propos, on peut découvrir toute l'histoire de ton entreprise. Je conseille à nos auditeurs d'y faire un petit tour, c'est très agréable à lire. On peut voir que tes laines ont très vite rencontré du succès. As-tu suivi une formation de teinturière? Alors, en ce qui concerne la formation de teinturière, à l'heure actuelle, il n'y a pas de formation. Il n'existe pas de formation de la même manière qu'il n'existe pas de diplôme. Ce qui fait que soit on se fait former par des professionnels lors de stages et choses comme ça, soit on apprend par soi-même. Et voilà, donc il y a beaucoup de recherches personnelles. Pour ma part, j'ai cherché des tutos, des choses comme ça sur YouTube en particulier. En français, j'ai pas trouvé grand-chose. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de ressources. J'ai de la chance de parler anglais, donc mes tutos, j'ai été les chercher chez des professionnels anglais, anglophones, américains, anglais, voilà. Et puis je me suis aussi beaucoup informée par des livres de teinture, voilà, pareil, qui sont faits par des professionnels. Cela dit, pour ouvrir sa micro-entreprise, il y a quand même une formation obligatoire avec l'école des métiers, qui dure à peu près 1 ou 2 semaines. Je crois que c'était 2 semaines, mais je suis plus très sûre. Voilà, où on nous apprend en fait les bases du métier, que ce soit de la compta, la relation client, enfin voilà, on part pas quand même sans rien, mais au niveau de la teinture, effectivement, à l'heure actuelle, en France, il n'y a pas grand-chose. Alors, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse ici pour vous dire que voilà, le fait qu'il n'y ait pas de diplôme, mais ça nous force, nous les professionnels de teinture, à avoir une grande conscience professionnelle. Ça, pour moi, c'est très important. On ne vend pas un produit si on n'est pas 100% sûr, en tout cas pour ma part, si on n'est pas 100% sûr de ce qu'on va vous proposer. Donc pour la petite histoire, moi j'ai commencé sur Facebook la teinture parce que je tricote et que je crochète depuis toute petite et puis c'est vraiment ma passion, c'est ce que j'aime, la laine. Et voilà, j'ai eu la chance en fait, la chance. Au moment où j'ai rencontré mon chéri, en fait, j'avais perdu mon emploi qui n'était pas du tout dans le secteur et qui était un métier qui vraiment ne me plaisait pas. Et je me suis dit, autant faire quelque chose qui me plaît. Mais voilà, comme je connaissais pas bien, voilà, il faut le temps de se mettre dans le bain, hein, on passe pas de salarié à entrepreneur comme ça. Je me suis dit, voilà, j'adore la laine, je vais ouvrir une page Facebook. Et puis, alors c'était pas une page professionnelle, c'était une page, vous savez, où on montre ce qu'on fait, voilà. Oui, une page de démonstration, quoi. Et j'ai commencé à montrer mes petites teintures, etc., ce que je faisais, et il y a eu réellement un engouement. C'est-à-dire que moi, à la base, mes teintures n'étaient pas destinées à la vente, hein, c'était vraiment pour montrer, voilà, ce que j'avais appris, ce que j'aimais faire, etc. Et les gens ont commencé à me dire, mais Baba, mais moi, j'en voudrais bien de tes teintures. Voilà, donc en fait, en faisant comme ça, j'ai créé un certain engouement, d'accord, mais j'ai aussi pu tester mes produits. Ce qu'il faut savoir sur les teintures, alors moi j'utilise des colorants en poudre qui sont faits pour la teinture, ils sont faits pour ça, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème par rapport au test de lumière et au test de lavage. Parce qu'il faut savoir que certaines plantes qu'on utilise pour la teinture végétale, je vous donne par exemple le curcuma. Le curcuma, la teinture au curcuma, elle ne tient pas. Elle va tacher la laine et c'est une teinture qui ne va pas être résistante à la lumière. Ce qui veut dire qu'au bout de quelques mois, votre laine, elle va redevenir, donc le curcuma, ça donne un joli jaune, un peu curry, vous savez. Et au bout de quelques mois, il n'y aura plus de couleur. Donc, d'où l'importance, comme je vous le disais, d'avoir une certaine conscience professionnelle, de bien connaître son produit, de bien savoir ce qu'on fait. De la même façon que les teintures peuvent partir à la lumière, elles peuvent aussi partir au fur et à mesure des lavages. Alors, il y en a qui tiennent très bien,
c'est prouvé, mais je trouve très très important quand on est teinturière professionnelle de tester ces produits et de pouvoir vous proposer des produits qui tiennent la route, qui sont qualitatifs. En effet, on voit que tu maîtrises bien le sujet et c'est très rassurant. On n'a pas du tout envie d'avoir des pulls que l'on met des heures à créer, changer de couleur, devenir fade et terne parce que la couleur n'a pas tenu, la teinturière n'a pas bien fait son boulot. Donc merci pour ces informations et à nous d'être vigilants quand on passe nos commandes sur le côté professionnel de la teinturière qui propose les laines. Pour ce qui est du côté marketing, la mise en ligne des produits, la préparation des commandes, est-ce que tu fais tout toute seule? Alors, pour la mise en ligne de mes produits, donc je les mets en ligne en particulier sur mon site internet. Donc je teins mes laines, je prends des photos dans une boîte à images qu'ensuite je fais passer sur internet et donc là c'est moi qui m'en occupe. Après pour toute la mise en place du site etc, moi je suis pas très informatique, c'est c'est pas mon domaine et puis bah voilà c'est pas mon truc donc c'est mon chéri qui s'en occupe. Après, tout ce qui est publication sur Instagram, sur Facebook, c'est moi qui m'en occupe intégralement. Voilà. Donc les idées viennent de moi, mais comme le montage, il a été réalisé par mon chéri qui s'appelle Michael. Merci chéri. En effet, merci beaucoup Mickaël pour ce travail, ça m'a grandement facilité la vie de recevoir une vidéo toute prête, toute faite avec les questions qui s'affichent, c'est royal. Bravo pour ton organisation et cette efficacité donc de travail en duo pour que nous puissions acheter et découvrir tes pelotes. Est-ce que du coup tu as une journée type pour organiser tout ça? Une journée type? Moi? Ah non, je sais pas faire. Je connais pas. Non, j'ai pas de journée type. Je vais avoir des mois types, je vais avoir des semestres types, mais en fait, mon emploi du temps va vraiment varier en fonction de ce que j'ai à faire sur le moment. Donc, j'ai noté. Donc, la teinture d'une collection. Actuellement, je réalise une collection par trimestre. Donc voilà, je vais faire une collection par saison, 4 collections par an. Alors c'est pas fixe le nombre de collections. Si par exemple il se met à neiger, j'adore faire des laines avec de la teinture avec de la neige, donc ça va se rajouter. Pareil l'été, quand il fait très beau, très chaud, j'adore teindre mes laines à la chaleur du soleil. Donc sans électricité, c'est mes marmites que je mets dehors dans mon jardin. Et ça teint à la chaleur de notre jolie étoile qui est le soleil, c'est magique. Et ça, on va dire que c'est des collections un petit peu spéciales et donc il n'y a pas vraiment de temporalité. Je teins quand je teins. Après, de manière mensuelle, je vais avoir ma compta. Voilà, ça c'est une fois par mois, il faut le faire. Tout ce qui est administratif, etc., on va dire que je le fais une fois par mois ou 2 fois par mois en fonction des besoins, les commandes, etc., c'est au fil de l'eau. Au niveau de ma semaine, je vais publier sur les réseaux plusieurs fois par semaine, mais en général, c'est des publications qui sont programmées. Donc 1 à 2 fois par semaine, je vais programmer mes publications. Les expéditions des colis aussi, j'essaye de le faire 1 fois par semaine. Donc voilà, ça c'est dans les choses que je fais à la semaine. Et plusieurs fois par semaine également, je vais répondre à vos messages. Donc les messages, c'est très important. Ce que j'aime bien faire, c'est de répondre quand j'ai bien le temps. Comme ça, si on doit entamer une conversation, mais je suis là et je vous réponds. Je fais pas partie des gens qui vont répondre tous les jours à l'heure près, etc. J'essaye d'être proche de vous plus par la qualité de nos échanges que par la rapidité en fait. Je sais que sur les réseaux sociaux actuellement, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, de devoir répondre très vite. J'ai souvent des gens voilà, qui sont un petit peu impatients et je peux le comprendre. Mais voilà, c'est mon fonctionnement. J'aime bien faire comme ça. J'aime bien être disponible et avoir un rapport de qualité avec vous. Et puis alors, tous les jours, et alors ça, vous allez vraiment comprendre pourquoi ce que je fais tous les jours, c'est du crochet et du tricot.
et du filage. Enfin, j'alterne souvent avec les trois. Ce sont vraiment mes passions. C'est là que j'ai envie de passer vraiment du temps avec la teinture. Tout ce qui va me rapprocher de vraiment ce qui m'a fait devenir teinturière. Pour moi, c'est la base. C'est vraiment pouvoir vous montrer, par exemple, ce que je fais avec mes laines. C'est très important. C'est des choses que je vais programmer dans mes publications sur les réseaux sociaux. Voilà. Il fut un temps où mon organisation était très différente. Être entrepreneur, c'est quelque chose que je ressens vraiment. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Avant, je faisais une collection par mois. C'était épuisant. Je faisais des ventes éphémères sur Facebook. Voilà, j'ai vraiment changé mon emploi du temps et avant, j'avais même pas le temps de tricoter, crocheter. Entre la teinture, l'organisation des ventes, tout ça en fait, j'avais pas le temps de tricoter. Et vraiment, il a fallu à un moment que je me remette, au centre de tout ça et que je me rappelle qu'en fait, ma passion première, c'est les jolies laines. Tout cela est très sympa. En tout cas, j'aime beaucoup le côté teinture naturelle avec la neige et le soleil. C'est très chouette de voir l'envers du décor avec les photos que tu nous as rajoutées. Et puis c'est sympa de voir, de plonger dans ton univers et de voir la façon dont tu gères tout ça avec ta personnalité. Alors, est-ce que tu approvisionnes des boutiques dans lesquelles on peut découvrir tes produits en direct? Est-il possible de venir acheter nos laines sur place à ton atelier? Alors, au niveau de mes points de vente, est-ce que j'ai des boutiques où je vends mes laines? Non. Est-ce qu'on peut acheter des laines chez moi? Ben non plus. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, au niveau de l'achat en boutique, ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, je fais beaucoup de petits bains de teinture. Pour moi, c'est très important. L'idée, c'est vraiment d'avoir un contact avec ma cliente directement, de teindre les laines pour elle. Donc, je teins souvent mes bains de teinture par 5 écheveaux. Voilà, que je peux refaire alors ou non en fonction de... J'ai des recettes que je peux refaire et puis il y a des laines que je décide de ne pas refaire et qui sont vraiment exceptionnelles pour le coup. C'est pour les gens qui les achètent et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà. Donc ça ne fonctionne pas trop avec l'idée de boutique puisque une boutique va me demander de plus grosses quantités. Mais moi, ce que j'aime vraiment en fait, c'est de pouvoir proposer des produits qui vont aller à très peu de gens, qui vont... Voilà, j'aime bien que mes clientes, quand elles reçoivent la laine, mais ce soit pour elles, j'aime bien ce caractère unique. Voilà, vous allez porter des ouvrages que personne d'autre n'aura. Déjà par le choix du modèle, ça on est d'accord, mais aussi par votre coloris. Votre coloris sera pour vous et ça c'est cadeau et ça j'adore. Donc voilà, pas de boutique pour Babawool, c'est pas grave, j'ai un site internet qui est très facile voilà. Il y a du choix, voilà, vous avez du choix, vous avez de quoi faire. Je pense que c'est bien. Et alors en ce qui concerne l'achat de laine sur place, en fait mon atelier, ce qui se passe, c'est qu'il est chez moi et que chez moi c'est chez moi. Et pour que ce soit pour mon chéri ou pour moi, mais notre intimité, elle est extrêmement importante. Voilà, on n'a pas envie d'avoir des gens qui vont arriver comme ça sans s'être annoncés parce que ça va arriver. Si je vends ici, il y a des gens qui vont passer. Et nous, en fait, non, on aime trop notre tranquillité. Voilà, donc il y a moins de ventes. C'est sûr que si on pouvait passer directement ici, ce serait plus facile pour certaines personnes. Si vous pouviez retrouver mes laines en boutique, ce serait plus facile aussi pour certaines personnes. Mais voilà, moi, ça me convient comme ça. Voilà. Eh bien, c'est noté. Il n'y a aucun souci. Ton site internet est en effet très bien conçu et facile d'utilisation pour passer commande. Donc, nous allons continuer à respecter votre intimité. Comment choisis-tu la prochaine couleur ou matière que tu vas créer? Est-ce que tu regardes ce que font les créatrices ou tu es plutôt inspiré par la météo, la saison? Alors, pour le choix des matières et des couleurs que je propose,
je fonctionne par collection. Donc une collection par trimestre actuellement. Et comment je fais en fait, je choisis alors je pars souvent d'un thème. Pour moi, c'est sympa de travailler sur un thème. Ça pose les bases. Et puis après, par rapport au thème, je vais choisir les couleurs et les matières et les noms de mes coloris. Voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple. Donc, ma dernière collection s'appelle Mon jardin secret. Voilà. C'est un thème qui est basé sur la nature, sur les plantes. On est au printemps, donc je trouve que le thème est particulièrement sympathique pour la saison. Mon thème m'est venu par rapport à un modèle que j'adore qui s'appelle le Passiflore. Je vous mettrai une petite photo. Voilà, le modèle Passiflore, qui est un modèle fleuri avec un petit peu de dentelle. Alors désolé, c'est du tricot, on est sur une chaîne de crochet. Mais bon, on n'est pas comme ça, hein. On aime bien les deux. Moi, j'aime les deux autant. Ce qui n'empêche pas avec Célène là de faire des ouvrages au crochet, hein, bien entendu, hein, ça c'est clair. Et donc du coup, en fait, il y a un petit peu de dentelle et il y a un point sympathique en fait qui donne cette forme de fleur qu'on adore. Donc en fait, j'ai décliné les coloris pour les fleurs et les coloris pour le fond, donc pour le corps du pull, du petit pull. Voilà, en travaillant particulièrement sur les matières. Par exemple, mon coloris Dahlia, que je vais vous mettre ici, j'ai choisi une laine avec beaucoup de texture qui s'appelle chez moi la Good Vibes et qui fait des petits nopes comme ça et qui va donner vraiment cette texture de fleur. Donc c'est sympathique. Pour le fond, j'ai choisi une laine avec des petits nopes blancs qui ne prennent pas la teinture, puisqu'en fait mes colorants ne tiennent que sur les fibres animales. Les petits nopes, c'est des petits nopes de coton, donc ça prend pas. Et donc ils ressortent comme ça, et ça fait je trouve que ça fait vraiment un joli rendu naturel, travaillé, original, mais pas tape à l'œil. Enfin voilà, on adore quoi. Je vais vous montrer 2-3 petits coloris, que vous puissiez vous rendre compte du travail que j'ai fait sur les textures et les coloris. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Comme je vous ai dit, ah oui, je vais faire une petite parenthèse quand même parce que je voudrais pas que vous ayez le doute. Mais comme je fais des bains de 5 écheveaux, quand il n'y en a plus, j'en refais. Je me suis écrit la recette de chaque coloris. Et donc du coup, j'aime bien changer les bases. Donc par exemple le coloris Dahlia, quand il n'y en aura plus, je le referai sur une autre base. Comme ça, on reste quand même dans la logique de... cette laine, elle est teinte pour très peu de personnes en fait. Et le nouveau coloris, en fait quand on change la base de teinture, ça change légèrement, enfin plus ou moins légèrement le coloris en fonction de la base de laine. Et donc du coup, on sera à nouveau sur un bain de laine unique et ça, on adore. C'est vrai que pour moi, la teinture, c'est avant tout quelque chose d'artistique, plus que d'être vraiment dans la production, l'hyper-production, vous savez, comme les laines commerciales, ou même certains teinturiers. Il y a certains teinturiers qui privilégient la quantité. Moi non, j'aime bien pouvoir m'exprimer. Donc en fait, mes collections, elles vont être basées sur des thèmes variés. Donc ça peut être de la musique, ça peut être un modèle qui me plaît, comme la collection Mon jardin secret. Ça peut aussi être une esthétique. Par exemple, il y a peu de temps, avec mes copines, on a sorti une box cottagecore. Je vais vous mettre les photos ici. Et puis voilà, tout ce qui peut m'inspirer, tout ce que j'aime dans ma vie et que j'ai envie de retranscrire en fait. Voilà. Eh bien, c'est très sympa. J'adore ces écheveaux verts avec les petites boules de coton. Ça fait penser à de la prairie. Donc, non, c'est une très bonne idée et ce côté printanier se ressent vraiment. Comme tu le disais au début de cette réponse, les tricoteuses sont aussi bienvenues sur cette chaîne avec grand plaisir. J'espère très sincèrement qu'elles viendront voir ta vidéo et voir la façon dont tu fabriques tes pelotes. Donc tout ça est très sympa, un grand merci de partager toutes ces infos avec nous. Passons maintenant un peu plus profondément à tes fils.
Je crois que je n'ai jamais eu autant de questions en tête. Pour commencer, comment déroule-t-on un écheveau pour crocheter ou tricoter? Ah, le bobinage, grande question. Eh bien, je vais vous montrer directement. Ce sera plus simple. Je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous parler en même temps. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Alors ici, aujourd'hui, on va mettre en cake, donc en pelote, ce joli écheveau de ma dernière collection qui s'appelle Rose d'Inde. Voilà. Sur une base lurex. Donc on voit bien le petit côté brillant. Donc première chose, on va le dérouler. Voilà. Et puis après, on va s'assurer que les fils sont tous bien du même côté. Donc là, c'est bon. Mais si par exemple, on avait eu des fils comme ça, ben, il aurait fallu les remettre dans le bon sens pour pouvoir pelotonner tranquillement notre écheveau. Voilà, donc ensuite on va venir positionner notre écheveau sur ce qu'on appelle un échevaudoir. Voilà, c'est un peu le système du parapluie. Hein. Voilà. Ok. Ensuite, avec des ciseaux, on va venir retirer les liens qui empêchaient les écheveaux de s'emmêler. Voilà, donc on va faire le tour. Hop. Voilà. Et puis, on va aller positionner notre fil sur le bobinoir. Allez, on y va. Voilà, on passe dans le petit trou, on bloque le fil et puis on va activer la manivelle. Voilà. Et on va tourner jusqu'à l'obtention de notre... Alors on appelle ça un cake, hein, mais c'est une pelote. Ensuite, on va retirer le fil du centre et on n'a plus qu'à retirer le cake du bobinoir. Et voilà! Tada! Mais c'est génial! C'est vraiment super de voir ça. Un grand merci pour cette démonstration. Il me faudrait exactement la même chose quand j'ai fait une erreur et que je dois tout détricoter. Ça me fait une sorte de boulette de laine qui va finir par faire des tas de nœuds. Alors il me faudrait tout à fait ces instruments pour recréer de belles pelotes que je pourrais ensuite garder. En tout cas, merci beaucoup pour cette démo qui était très chouette à voir. Alors, ma question suivante est: de quel pays viennent tes bases de laine? Alors, merci Aurélie de me poser cette question pour la provenance. C'est un sujet qui est un petit peu épineux et que je vais être très contente d'aborder avec vous aujourd'hui parce que pour moi, c'est super important. Alors, j'aime bien faire des laines éthiques, moi. Plutôt avec des colorants écologiques, des techniques respectueuses de l'environnement, mais aussi je fais très attention à la charte animale et à ce que les fibres que j'utilise soient issues de troupeaux qui soient bien traités. La provenance, pour moi, et ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais c'est pas grave, je trouve que c'est important d'en parler. La provenance, pour moi, elle est beaucoup moins importante que le bien-être animal.
Par exemple, j'achète chez mon fournisseur des laines qui proviennent du Pérou. Mais ce sont des petits troupeaux qui vivent en pâturage, libres. Voilà, ils sont en pleine liberté, ils sont heureux. Et des laines comme ça, en France, on n'en a pas. Donc moi, je préfère proposer une laine de mouton bien traitée qu'une laine qui va être de provenance française, mais sur lesquelles je ne vais pas avoir de traçabilité au niveau de l'élevage, etc. Voilà. Alors on est d'accord, le top du top, c'est une laine qui soit locale, française, de troupeaux bien traités. Mais j'aime aussi beaucoup la diversité et pouvoir proposer des laines qui viennent du Pérou, de France et de Navarre. Voilà. Pour moi, il n'y a pas ce... J'ai pas, si vous voulez, en tant que teinturière, ce dilemme de me dire cette laine, elle vient d'Espagne, je la prends pas parce qu'elle n'est pas locale. Moi, justement, j'aime bien vous proposer du yak. Bon, du yak, par exemple, en France, il n'y en a pas. Enfin, voilà. Je voulais aussi vous faire une petite parenthèse sur le Made in, parce que c'est vrai que le Made in, c'est litigieux. Et je sais pas si tout le monde le sait, mais par exemple, je vais acheter ma laine, moi, teinturière, au Pérou. J'achète ma laine au Pérou, je la teins dans mon atelier, et ben j'ai le droit au Made in. Donc je vais vous dire, tiens, c'est une laine Made in France. Donc vous, en tant que consommateur, vous pourriez penser que la laine, elle a été produite en France, mais en fait, pas du tout. Elle a juste été transformée en France. Donc, petite vigilance sur le Made in. Moi, c'est pas vraiment quelque chose que je mets en avant. Si la laine, elle est produite en France, je vais vous le dire clairement, cette laine, elle a été produite en France. Voilà, le Made in, pour moi, il n'a pas tellement de sens. Ce discours sur la provenance, c'est quelque chose que j'entends tout à fait. C'est vrai qu'il est très compliqué de trouver des yaks en France. Donc, on ne peut que comprendre que tu ne puisses pas prendre cette matière première sur notre territoire. Il est aussi bien sûr logique de comprendre que tu préfères prendre une matière de base avec des animaux qui sont bien traités plutôt que d'avoir de la laine locale et donc avec des animaux peut-être ratatinés dans un tout petit entrepôt. Donc on comprend aussi, enfin du moins je comprends aussi ton choix animal qui fait partie de ce côté de protéger l'environnement, d'avoir une éthique vis-à-vis de tes matières premières. Donc tout ça, forcément, ça ne peut que nous parler. En ce qui concerne ce Made in France, il est vrai que j'avais même vu ça au niveau des restaurants. On peut acheter des choses à droite, à gauche et tout fabriquer dans sa cuisine et dire que c'est du fait maison. Donc ça, c'est vrai qu'on a un vrai problème là-dessus sur la dénomination que l'on met sur nos étiquettes. Mais bon, c'est ainsi et tu as bien raison de nous le rappeler. Des laines Made in France ne sont pas forcément de base créées en France, elles peuvent avoir été transformées en France, ce qui est légèrement différent. Ma question suivante, en toute logique, est-ce que tu as des moutons? Est-ce que tu penses un jour avoir ton propre élevage de moutons? Est-ce que j'élève des moutons? Non. Non, j'élève pas de moutons pour la simple et bonne raison que teinturière, c'est déjà un métier à part entière. Ça me prend beaucoup de temps. Et que voilà, l'élevage, à mon sens, c'est vraiment un métier également. Ce sont deux choses complètement différentes. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui font du filage, qui aiment bien avoir leurs moutons, etc. Moi, c'est pas mon délire. Voilà, j'aime bien me concentrer vraiment sur ce que je sais faire, sur ce que j'aime faire. Je suis fileuse, hein, j'adore le filage, j'adore les jolies toisons. Je suis sans arrêt en recherche de nouvelles belles choses à découvrir en termes de fibres. Mais c'est vrai que non, j'ai pas de moutons et j'aime bien aller chez des professionnels voilà, qui me permettent d'avoir de très jolis produits à travailler. C'est quelque chose qu'on peut comprendre, en effet, c'est un métier complètement à part d'élever des moutons. Donc déjà, le fait d'être concentré sur la teinture, c'est un gros morceau. Eh bien justement, combien de temps cela te prend de créer une pelote? Alors le temps de teinture, c'est difficile de vous dire comme ça en temps, mais je vais essayer de sectionner un petit peu les différentes étapes.
Donc la préparation des colorants. Alors moi je fais mes recettes moi-même, je travaille à partir de couleurs primaires. Voilà, donc c'est des colorants en poudre. Je fais des teintures mères. Et après, voilà, je fais mes petits mélanges pour obtenir de très jolis coloris. Donc le temps que ça prend, c'est difficile à vous dire parce que les colorants à mélanger, ça va vite, hein, mais les recettes vraiment pour qu'elles soient jolies, qu'elles soient vraiment homogènes et que ce soit vraiment des couleurs que j'ai envie de proposer, je ne peux pas vraiment vous dire le temps que ça prend. Voilà, ça prend le temps que ça doit prendre pour obtenir le coloris que j'ai envie de vous partager. Ensuite, le temps de cuisson, il va varier en fonction des colorants. Voilà, je dirais que c'est à peu près 1 heure de cuisson, entre une demi-heure et 1 heure de cuisson. Mais après, il y a un temps de refroidissement. Alors, chez moi, je ne fais pas du tout de cuisson au micro-ondes. Hein. C'est vraiment pas... Je sais que ça se fait beaucoup, ça va vite. Et donc, dans un objectif de rentabilité, c'est bien. Moi, je n'ai pas cet objectif-là, en fait. Moi, je préfère faire les choses doucement. Vous savez, c'est comme un plat mijoté. Pour moi, c'est comme en cuisine. C'est la différence entre un plat réchauffé au micro-ondes et un plat mijoté. Voilà. Du coup, après la cuisson, je vais laisser mes marmites reposer toute la nuit. Voilà. Donc le lendemain matin, l'eau est à température ambiante. C'est parfait. Je peux les sortir de l'eau sans problème pour pas vous savez, les changements de température, ça peut provoquer du feutrage et ça, on n'aime pas ça. Voilà. Et donc, enfin, le temps de lavage de la laine, je dirais que ça prend à peu près 1 heure. Voilà. Et après, le temps de séchage des laines, 2 jours. Voilà. Pour préparer une collection, vraiment, il me faut à peu près 2 semaines. Voilà, donc c'est vraiment variable. Donc là, on parle que des coloris. Hein. On ne parle pas de la mise en place du thème, etc. Voilà, qui est vraiment un travail de longue haleine. J'en parle, si ça vous tente, j'ai ma dernière vidéo qui parle de l'élaboration d'une collection, comment j'élabore mes collections, qui est disponible sur ma chaîne YouTube si ça vous tente. Voilà. Où j'en parle en long, en large et en travers. Je vous montre les écheveaux, je vous montre tout ça. Merci pour l'info. Je rajoute le lien de ta vidéo donc dans la description pour celles et ceux qui souhaitent découvrir l'envers du décor. Quel type d'outils utilises-tu pour la création de tes écheveaux? Pour la teinture, pour faire de la teinture, il ne faut pas énormément de matériel, mais il faut du matériel quand même qui soit vraiment dédié à la teinture. Ça, c'est super important. Là, je pense que vous allez me croire si je vous dis qu'il faut des colorants. Hein. Il faut des gamelles, des plaques chauffantes, des cuillères, une balance pour peser les colorants. Qu'est-ce que je vous ai noté d'autre? Il faut bien sûr des écheveaux de laine, des plaques électriques, un mordant, donc moi c'est du vinaigre, mais pour la teinture naturelle ce sera d'autres mordants comme l'alun par exemple, la poudre d'alun. Il faut de quoi laver vos laines, voilà, matériel de base, des cuillères, voilà, c'est comme en cuisine. Pourquoi as-tu fait le choix des écheveaux et non des pelotes? Alors on teint la laine en écheveau, parce que quand la laine est en écheveau et qu'on déplie l'écheveau, en fait, on va pouvoir vraiment toucher toutes les fibres de l'écheveau. Voilà, ça laisse vraiment de la place pour teindre. Pardon. Alors que si la laine est en pelote, en fait, les fibres qui sont à l'intérieur vont être beaucoup moins accessibles, en fait, pour la teinture. Voilà, donc en écheveau, la laine, elle est vraiment... un écheveau, ça fait bien 1 mètre, hein, facile, hein, 1 mètre, 1,50 m. Voilà, donc la laine, elle est sur un périmètre de 1,50 m. Et donc, du coup, en fait, elle est très accessible. Eh bien, merci pour toutes ces explications qui nous permettent d'y voir plus clair. Est-ce que tu as des projets à venir? Des nouveaux projets, mais j'en ai plein tout le temps, j'ai tout le temps plein d'idées. Ça, c'est vraiment le côté créatif et c'est le côté que j'adore.
Je vais vous partager mon prochain projet parce que voilà, c'est... Alors je projette de teindre avec des plantes du jardin. Voilà, là j'ai fait mes semis. Alors j'ai planté une grande variété de plantes, de graines en semis. Je dois avoir entre 10 et 15 variétés de plantes. Certaines sont reconnues pour leurs vertus teinturières, d'autres pas. Et là, cette année, ce sont des échevaux qui ne seront pas mis en vente parce que je vais faire mes tests de lavage et mes tests de lumière. Je vous en parlais dans la première partie de cette vidéo tout au début. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de tester. Bien entendu, je vais vous partager mes résultats, voire peut-être faire de belles découvertes au niveau des plantes qui ne sont pas connues pour être des plantes teinturières. Voilà, peut-être que je vais découvrir un coloris qui me plaît beaucoup et que j'aurai envie de vous partager. Et voilà, donc là pour le moment les plantes elles sont en semis, elles sont en train de pousser. Actuellement on est au mois de mai, demain on sera en mai, on est le dernier jour d'avril. Et bientôt je vais aller les planter dans mon jardin. Et puis je vais attendre qu'elles fleurissent pour faire mes premières décoctions et je suis trop contente. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je pense que ça peut ouvrir des portes énormes sur des nouvelles façons de teindre la laine pour moi. Je pense que ça va être vraiment super sympa. Je vais en parler sur les réseaux, je vais en parler sur ma chaîne YouTube où je vais faire des petites vidéos pas à pas en fait, où petit à petit je vais vous montrer mes avancées. Ça va être cool quoi. C'est une super idée en tout cas et on est content que tu partages ça avec nous et on suivra ça avec grand plaisir. As-tu un petit mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent? Le mot de la fin, le mot de la fin c'est merci. Merci Aurélie de m'avoir invitée, ça m'a fait du bien de m'exprimer. C'est vrai que du coup je travaille de chez moi, donc j'ai pas toujours l'occasion de parler de ce que je fais, de mon univers, de ma passion, de la manière dont je conçois les choses. Donc, je suis vraiment très contente. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. C'est chouette. Je pense qu'on a des petites passions communes. Je pense qu'on va bien s'entendre. Et puis voilà, je voulais vous rappeler que la teinture, vraiment, c'est un métier. Bien entendu, on peut teindre chez soi pour soi, mais voilà, je vous invite vraiment à rester vigilante sur les échevaux de laine que vous achetez. N'hésitez pas à poser des questions, à vous faire votre opinion, parce que voilà, je trouve ça vraiment trop dommage qu'il y ait des gens qui vous vendent des produits qui tiennent pas la route. Et c'est quelque chose qui m'énerve et c'est quelque chose qui fait du mal au métier de teinturière. Voilà. C'est vrai que une fois qu'on a fait une mauvaise expérience, surtout si c'est la première, ça peut être un petit peu compliqué, quoi. Donc voilà. Et puis vraiment le mot de la toute fin, ce serait de vous dire que continuez de créer des belles choses fait main, continuez de faire plaisir aux gens, à vous, avec vos jolis ouvrages. De toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre, que ce soit un point, que ce soit des nouvelles sortes de laine. Il y a une variété de laine incroyable, que ce soit des laines originales, classiques, chaudes, végétales, la mohair, on adore la mohair. Voilà, faites-vous plaisir, amusez-vous et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à bientôt. Ciao. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de nous faire cette vidéo, de nous montrer l'envers du décor, d'avoir fait tout ça avec nous. C'est vraiment très très sympa et c'était très agréable à découvrir. Donc si vous voulez des ouvrages uniques avec des pelotes que tout le monde ne peut pas acheter, teintes à la main avec le respect de l'environnement et tout un état d'esprit, vous savez où aller. Le site de Babawool est en description et vous pouvez aller faire un petit tour. On continue avec mes tutos.
un petit coup d'œil au tuto à venir sur ma page. Alors oui, je sais bien, je n'ai pas encore mis en ligne le tuto de Mr. Jack, ça ne saurait tarder. À venir très vite, et c'est une exclusivité puisque je ne l'ai pas encore posté, un nouveau tuto d'un pull koala sans manches. Il vous permettra de découvrir le point fourrure si vous ne le connaissez pas déjà. Et comme faire les montages tuto, ce n'est vraiment pas mon truc, eh bien je vous partagerai toutes les infos pour le réaliser lors d'un live à venir très vite. Un petit mot rapide sur la campagne d'Anastabot. Vous n'êtes pas allé voir mon dernier épisode podcast sur les bougies de gris-gris ? Et oui, ce podcast s'ouvre à d'autres arts, mais pas d'inquiétude, le crochet reste numéro 1 et c'est pour cela que j'ai intégré une petite touche de crochet à l'épisode sur les bougies en parlant d'Anastabot, qui est une crocheteuse qui demande l'aide de sa communauté pour financer le lancement de son premier livre en éditeur libre, qui porte sur de la magie et des tutos crochet. Si cela attise votre curiosité, vous pouvez aller faire un tour sur sa campagne Ulule. Le lien est en description, afin de découvrir ce joli projet qui arrive presque à la moitié des fonds nécessaires. Rien à voir avec la magie, je vais vous parler un peu cinéma, bien que j'ai entendu parler d'un nouvel opus d'Harry Potter, mais ce n'est pas encore à l'affiche. Et le film que je suis allée voir cette semaine n'avait rien de magique. Bien que pas magique, mais très amusant. Il s'agit de N'avoue jamais. Je vous garantis un moment de franche rigolade et une petite larmichette comme ils savent si bien le faire au cinéma. Une séquence émotion, comme on dit. L'histoire porte sur un couple heureux de retraités. Le mari est très traditionnaliste. En rangeant son grenier, il va tomber sur les lettres d'amour de sa femme et d'un amant. La tromperie a été commise il y a 40 ans, mais pour lui, il n'y a pas prescription. Un régal. On a déjà vu ces acteurs en couple lors du film Tanguy. Je peux vous dire que voir un film comme ça au cinéma, entouré d'autres spectateurs qui rigolent, dont certains avec un rire communicant, c'est génial. Ça a beau être un film avec beaucoup d'humour, il y a tout de même une petite morale bien sympa qui est sur l'acceptation des personnes qui n'entrent pas dans notre norme. On nous montre que nos principes doivent être assouplis pour que les personnes autour de nous soient heureuses telles qu'elles sont, sans avoir à se soucier de notre jugement. Il est question notamment de rendre fiers ses parents, qui peuvent avoir des attentes qui ne correspondent absolument pas à la vie que l'on souhaite mener. En tant que parent, il est parfois possible de se faire surprendre et de finalement apprécier ce que l'on pouvait détester. À méditer donc. Passons maintenant à vos commentaires. Je dois dire que le dernier épisode crochet a remporté un franc succès avec l'invitée Annette Pétavy et vous a fait réagir. On commence avec Croche Tamaille. Hello, sympa cet épisode Focus Mosaïque. J'ai noté déjà quelques prochains projets. Et super heureuse de retrouver la talentueuse Annette Pétavy. Merci pour ce bon moment. Eh bien, merci à toi pour ce commentaire. Surtout très contente de voir que quelqu'un qui maîtrise aussi bien le crochet mosaïque a noté quelques idées pour de prochains projets. C'est génial. Merci beaucoup. Aglaé Laser, oh merci beaucoup pour la présentation du col Pyramis. La particularité de ce col est qu'il est crocheté en rond. Ainsi, j'évite le rentrage de fil. Une bien chouette vidéo. Alors oui, je vous montrais son col en tout début de l'épisode précédent et c'est vrai que la technique de crocheter en rond ce crochet mosaïque évite oui, de rentrer tous les fils et c'est plutôt malin. Merci pour ce commentaire. Katia Tiras nous dit « Bonjour Aurélie, encore une vidéo très attrayante et profitable pour apprendre cette technique du crochet mosaïque. Belle réussite avec votre plateau mosaïque et le rendu est magnifique. Merci pour ce moment. » Oui, alors c'est vrai que ce plateau, j'ai mis pas mal de temps à le faire et j'ai surtout trouvé très compliqué le fait de casser la mosaïque. Donc c'est des petits bouts de carrelage que l'on casse avec une pince spécifique et c'était particulièrement difficile pour un poignet habitué au crochet. Merci pour ce commentaire et contente que la vidéo plaise. Alexandra Dang, donc on est avec nos habitués. Je trouve que ce podcast se déploie, s'améliore et s'étoffe un peu plus à chaque épisode. Bravo et merci pour la découverte d'Annette Pétavy qui est passionnante. Eh bien merci une fois de plus Alexandra pour ce commentaire et pour ces jolis compliments. C'est vrai que je vois aussi l'évolution de ce podcast et le fait qu'il évolue, ça fait très plaisir. Donc merci de le remarquer.
Sophie Carré nous dit bonjour Aurélie, merci d'avoir retenu mon commentaire, toujours aussi passionnant ce podcast. Le crochet mosaïque est une technique exigeante mais qui donne un résultat vraiment incroyable. Bravo pour votre réalisation, elle est superbe. Très heureuse de vous écouter, je vous dis à tout bientôt, crochetement vôtre. Eh bien merci Sophie pour ce nouveau commentaire, c'est vrai que j'aime bien vous répondre sur la vidéo à vos commentaires. Je trouve ça sympa, un peu comme un courrier des lecteurs, et c'est un plaisir d'avoir fait découvrir cette technique qui est certes un peu compliquée, mais qui vaut le coup d'être essayée. Merci beaucoup. Et on termine avec Sauterelle96 qui nous dit « Bonjour Aurélie, encore un podcast très sympathique. Je n'ai jamais essayé le crochet mosaïque, mais cela me donne bien envie. J'adore ton pull Mr. Jack, il est vraiment chouette. Peut-être que quand j'aurai fini tout ce que je dois finir, j'essaierai. À bientôt. » Eh bien, j'espère qu'il y a pas mal de choses à terminer. Ça me laisse le temps de poster cette vidéo qui, comme je le disais précédemment, n'est pas encore en ligne. Je vous avoue que je préfère largement faire les podcasts que les tutos. Mais je vais la mettre, c'est promis. Eh bien, c'est ainsi que se termine cet épisode qui est un peu plus long que nos épisodes habituels, mais qui était vraiment intéressant. Découvrir l'envers du décor de Babaoul était vraiment sympa. J'espère que ça vous a tout autant plu et que vous êtes déjà impatient de découvrir le prochain épisode de ce podcast. En tout cas, un grand merci de m'écouter et à très bientôt.